c'est le moment du débat qui va commencer maintenant. Euh, j'aurais euh, j'aurais énormément de questions, mais je me suis dit, tiens, il vient de faire une cure psychanalytique de l'écran, de l'expérience écranique, en essayant de dire, avec cette technique que tu as mis à l'œuvre, des, une cure, un soin pour dépasser peut-être tous les névroses que tu as nommées, pour dépasser et mettre en conscience tous ces dualismes. Mais il me reste une question, c'est celle, les refoulés, c'est toujours une matière qui n'est pas uniquement que celle que de l'inconscient, c'est un souvenir. Et quelle est la matière de cette refoulée? Qu'est-ce qu'on refoule du coup avec les sons? De quoi est-il fait cette matière? Voilà, c'est la question dont j'aimerais vraiment immédiatement t'entendre, mais j'en ai 10 000, mais pas, je profite parce que c'est moi qui vais animer les questions. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez mettre les participants votre main et on vous fera parler, on vous donnera aussi la possibilité d'apparaître sur les panels. Et puis, Alessandro De Cesaris sera aussi avec nos spectateurs de YouTube et sera lui le porte-parole des questions que vous allez écrire sur les chats. Donc, voilà. Donc, merci pour ces cures et ces soins que tu as pris de la position écranique égale au visuel. Et est-ce que tu peux tout simplement nous parler de cette matière du refoulé et je laisserai après la parole à d'autres en voyant l'Hermande lever. Merci. Merci à toi, Gemma. C'est une très bonne question parce que justement, la tentative est aussi celle de se situer sur un plan matériel. Et alors, euh, là, il est drôle, je deviens très merleau-pontian dernièrement et j'aurais envie de répondre la matière qui revient, enfin, qui constitue ces refoulés est évidemment la chair du monde, au sens de cette trame matérielle, mais pas simplement matérielle, bien évidemment, d'une matière qu'on a du mal à saisir et, disait Merleau-Ponty, pour laquelle on doit revenir au mot, à l'ancien mot grec élément, d'une matière dont on est d'une certaine manière expression, qui s'entend dans nous. S'il est visible, se voit dans ma vision, et en même temps, il y a la même dynamique dans ma parole et dans mon geste d'écoute aussi. Il y a ce retournement, ce retour, pardon, ce repliement, ce dédoublement de la chair, de la matérialité sur elle-même. Et c'est là quelque chose de vrai aussi d'un point de vue physique, au sens où euh, pour écouter, il y a des vibrations qui passent à travers moi et sont des ondes qui me traversent et qui traversent pas seulement moi, mais toute la... Euh, tout, c'est quelque chose d'écologique, tout l'environnement dans lequel je suis. Et donc, et ça me permet de dire une autre chose aussi. Il s'agit d'une matérialité qui décrit, à mon sens, très bien, même si là, on rentre un peu dans la métaphore. Donc, je ne sais pas si on peut garder cette chose, mais d'une certaine manière, décrit aussi la matérialité des expériences numériques. Parce qu'on a souvent l'impression qu'elles sont immatérielles, mais non, il y a toute une matérialité derrière qui doit être sauvée d'un refoulement, qui a un peu une valeur ajoutée, si vous voulez. Et alors, je pense que là, il y a ce type de matérialité, à savoir d'une matérialité dont on est tout composé et dont se composent des expressions qui justement cherchent à amener à expression quelque chose. Des manifestations qui cherchent à amener à expression.
Merci beaucoup. Alors, il m'a levé que c'est de Mauro, mais il y a une main qui n'a pas été levée, mais qui m'a été dit avant même que Mauro lève sa main. C'est Antonio Lucci. Donc, Antonio, voilà. Et ensuite, ce sera Mauro. Merci, merci Jacopo. C'était vraiment très, très intéressant ton intervention. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je cherche à faire une question en considération. La question, c'est si tu vois un pouvoir de création dans la répétition acoustique. Parce que moi, je pensais tout le temps à les livres Ghost of My Life de Mark Fisher, quand il parle des pouvoirs constructifs de la répétition dans des chansons qu'il utilise des matériaux qui sont pris des autres chansons. Donc, dans la répétition, il y a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau, comme tu vois cette possibilité dans ta taxonomie. Et la, la seconde question, qui est un petit peu une provocation que moi j'ai fait à toi pour faire ça aussi à moi-même, on cherche toujours à développer des critiques aux dichotomies, au dualisme, un philosophe, pour se dire. Mais il faut vraiment faire ça, il faut vraiment critiquer dans une certaine attitude moniste, ce dualisme qui peut-être qu'il faut aussi accepter comme tentative de regarder la réalité de deux côtés différents mais complémentaires. C'est plus une question méthodologique qui m'intéresse de voir de ton point de vue. Merci, merci beaucoup, Antonio. Très bonne question. La première me permet de développer un peu le point sur la répétition. Oui, moi, je suis tout à fait de l'idée, c'est une très belle référence que tu m'as donnée, je suis tout à fait de l'idée que la répétition est un pouvoir créatif. Il y a un pouvoir créatif dans la répétition, et même simplement dans la répétition la plus matérielle possible, parce qu'on sait que si on est dans un endroit où il y a un écho naturel très fort et on se met à chanter, ça peut créer vraiment une sorte de canon, une mélodie qui est différente, qui devient une harmonie parce qu'il y a un contre-champ qui s'est produit, etc. Et je pense par exemple à la musique électronique qui se base sur la répétition, sur la plupart, si on va à une soirée de musique électronique, ce qui fait les DJ, enfin, même pas les DJ, mais les musiciens, souvent est simplement de, je sais pas, il y a un son de batterie qui fait poum cha, poum cha. Là, on met une répétition, ça devient pardonnez l'imitation, mais on ne peut pas faire des exemples. C'est très compliqué de faire entendre des vidéos aux autres. Et alors là, ça crée complètement une autre chose. Et c'est encore plus fort si on si on le fait avec des notes. Donc, si on prend une guitare et on y met un effet écho et on commence à faire, à répéter en deux manières. D'un côté, faire l'écho de ce qu'on est en train de jouer. Et de l'autre, on met aussi une loop station qui va faire des loops de ce qu'on est en train de faire. Là, on répète et on crée des mondes. À partir de 2 notes, de 3 notes, on peut créer vraiment des mondes. Et moi, je pense que c'est une idée qui nous permet de penser de manière créative. La répétition aussi, dans un sens de citation, par exemple, quand je reprends les mots d'un autre pour les faire miens, quand, même si je suis obligé à répéter les mots d'un autre, j'arrive à donner une tonalité qui me permet de me détacher ou simplement à travers, je ne sais pas, l'épuisement que ces mots que je ne veux pas dire prendre dans ma façon de les dire devient quelque chose de différent. Et donc, voilà, différentes répétitions toujours ensemble comme chez Deleuze pour penser de manière non identitaire. Et donc, si on dit qu'il n'y a pas d'identité au début, il n'y a que des répétitions et des différences, mais il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qu'on identifie comme quelque chose qu'on peut reconnaître. Et là, c'est justement la répétition qui a une grande puissance créative. Quant à la question du dualisme, je suis
d'accord que c'est en effet un artifice rhétorique très puissant et très pratique aussi pour parler de ces choses. Mais je sais pas, pour moi, c'était un peu. Moi aussi, j'ai cherché à le dire plein de fois, je ne veux pas développer l'audio contre le visuel parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et il m'intéressait de voir ces rapports du refoulement parce que le refoulement impliquait les deux, le visuel et l'audio. Et aussi tous les autres parce qu'après, il y a dedans le toucher et il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait analyser sur d'autres sens aussi. Donc, pour moi, la question était un peu en venant, c'était aussi un peu autobiographique. J'ai toujours fait de la musique, toujours je me suis occupé du son, mais je ne l'ai pas trop fait philosophiquement. Et en philosophie, j'ai souvent, je viens d'une école de pensée, qui est celle de Mauro Carbone, qui m'a plu justement pour la tentative de penser ni de manière dualiste, ni de manière moniste, mais de dépasser le dualisme compris comme métaphysique, séparation. Après, il y a évidemment toujours des rapports d'intégration, de dialectique, de confrontation, et il n'y a pas une confusion ni un épaisement de toutes les choses, mais il faut penser les choses en contraste entre elles. Mais c'est ce qui dit Deleuze d'ailleurs en différence et répétition. Enfin, on ne risque pas d'arriver là-dedans parce que finalement, si on laisse les répétitions et les différences aller, on va se faire du mal. Il va y avoir des contrastes. Alors, moi, j'espère que cela nous sauve du risque. Mais c'est vrai que le sonore aide à penser de cette manière. Donc, merci. J'aime à toi le microphone à cacher. Mauro, Merci. Oui, j'étais en train merci. de dire, mais je n'avais pas mis le micro. Voilà, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, Jacopo, vraiment merci parce que ça a été vraiment passionnant de t'écouter aujourd'hui. Tu as vraiment exploré un champ très riche en posant des questions fondamentales. Et donc, je te remercie vraiment. En t'écoutant, en même temps, j'étais en train de me poser la question que tu as évoquée toi-même maintenant dans la dernière partie de ta réponse à Antonio, c'est-à-dire la question des autres sens qui ne sont pas la vue et qui ne sont pas l'ouïe. Et je me disais, à partir du cinéma, il y a eu ce couple, le couple audiovisuel, à l'intérieur duquel on peut dire que l'audio représente un refoulement par rapport à la culture visuelle. Mais je me demande si il n'y a pas des refoulements plus radicaux si on considère nos sens dans leur ensemble. Hegel disait que la vue et l'ouïe sont les seuls sens théoriques parce qu'ils sont les plus éloignés de notre corporalité et donc les seuls sens dont on peut faire de la théorie, sur la base desquels on peut faire de la théorie. Les autres sens, pour lui, n'étaient pas des sens sur la base desquels on pourrait faire de la théorie. Donc voilà un refoulement encore plus radical qui serait à prendre en compte. Donc, ma question est,
pourquoi se limiter à ce couple? Peut-être maintenant, Louis, à l'intérieur de la culture visuelle, est le principal exemple de refoulement, mais sans aucun doute, c'est pas l'unique. Je pense, par exemple, à la dimension olfactive, qui est peut-être la dimension la plus refoulée dans la dimension de l'expérience écranique, et pourtant, il y a déjà des tentatives de mettre en valeur la dimension olfactive dans nos expériences écraniques, comme par exemple l'appli Feel Real fait par rapport à certains jeux vidéo. Donc voilà, la question est celle du refoulement par rapport aux autres domaines sensoriels dans notre culture d'aujourd'hui et peut-être dans notre culture technologique et dans nos expériences écraniques de l'avenir. Merci beaucoup, Mauro. C'est une question très importante et je cherche à te répondre dans plusieurs manières. D'abord, je suis d'accord avec ce que tu dis, au sens où il y a si l'on veut, le refoulement de lui n'est qu'un refoulement, n'est qu'un symptôme, pardon, d'un refoulement plus vaste qui est le refoulement du corporel. Et avec tous les autres sens. Mais en ce sens-là, pardon, le jeu de mots, je pense qu'il serait, et peut-être je l'ai fait en principe, moi, cette erreur, mais qu'il serait une erreur de continuer à développer des recherches trop sur les sens en eux-mêmes et donc, disons, en cherchant d'explorer un autre sens séparé des autres. En ce sens-là, je pense que, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais comment on peut dire, au lieu d'ouvrir des recherches sur les goûts, par exemple, je pense qu'il serait intéressant d'ouvrir des recherches sur les goûts par rapport au toucher, ou les goûts par rapport à la vue, ou les goûts par rapport à l'ouïe. Alors, dans cette tentative, moi, je l'ai fait avec lui par rapport à la vue, parce qu'il me semblait qu'il y avait des expériences qui étaient, comme le disait Chion, très puissantes, qui pouvaient nous manipuler de manière imprévue, et cette manipulation pourrait être de manière positive ou négative, parce que, par exemple, négative, on peut très bien imaginer comment ça se passe, mais positive aussi si on pense au fait que la visibilité est désormais l'horizon des succès pour tout le monde. Tout le monde cherche à avoir de la visibilité, et alors découvrir qu'il y a quelque chose de peut-être encore plus puissant que la visibilité pourrait offrir des pouvoirs et des armes, des résistances à ceux qui n'ont pas de visibilité. Alors là, il me semblait qu'il y avait beaucoup en jeu. Et c'est très vrai qu'il y aurait probablement également des potentialités avec tous les autres sens et leur refoulement, mais en même temps, peut-être pour la prédominance de ces 2-3 sens touchés, vus et oui, dans la culture occidentale, c'était plus simple et peut-être aussi plus urgent vu toutes les réflexions qu'on peut déjà faire et développer de se concentrer sur ceci. Mais je suis très d'accord avec l'idée d'une recherche qui s'étend aussi aux autres sens, mais toujours dans ces rapports, pas forcément en couple en plus, mais en général, des rapports entre les sens. Et donc,
il y a évidemment les cas d'une synesthésie et d'une expérience plus complexe qu'on doit explorer. Et je pense que si on a et je pense que ça c'est quelque chose d'important. Après, je pensais à une phrase de Enrico Gaezzi, qui est pour moi un des plus, des plus intéressants penseurs de la contemporanéité, qui disait notre société du spectacle n'est que n'est qu'une partie, une cruste de la notre société vraie, véritable, qui est celle de l'enregistrement. Et alors là, je pense que sur l'enregistrement, qui est quelque chose qui, de manière médiatique, structure nos expériences sur l'enregistrement des autres sens, même du toucher, on a plus de mal que sur les deux autres. Donc aussi, une autre raison pour laquelle j'ai focalisé mon attention sur ces deux sens était que dans un contexte d'expérience numérique et d'enregistrement, il est plus simple de enregistrer ou recréer, on pourrait dire aujourd'hui, vu que l'enregistrement est devenu une récréation à travers les pixels, etc., et des sens. Et alors là, peut-être dans cette récréation, se trouve la place pour explorer d'autres sens, comme tu le disais, par exemple la dimension olfactive, avec les odeurs qui peuvent être reproduites. Et donc, je pense que justement, avec plus de possibilités technologiques, on aura aussi plus de possibilités d'études pour conduire des recherches qui mettent ensemble l'expérience, enfin, ne font pas de distinction, disons, entre l'expérience supposée être non médiée et celle qui est médiée par les technologies. Donc, je pense que oui, là, il y a aussi un conditionnement par rapport à la question de l'enregistrement. Et je voulais juste conclure en disant que, donc, d'un côté, synesthésie et rapport entre les sens, et pas simplement de les séparer. Et de l'autre, ma peur, qui vient peut-être de mes études dhélésiennes et de la peur de se retrouver avec un organisme, un corps organique, et de ne pas reconstruire justement des organismes. Mais c'est là, je sais que ce n'est pas ton intention, mais je pense que aussi parfois ça peut être, ouais, ça pourrait être un risque. Mais je voulais te dire une autre chose, et après je termine pour de vrai. C'est que Dyson, dans un chapitre très beau et très merleau-pontin d'ailleurs de ses livres Sounding New Media, consacré à l'immersion, s'occupe d'une installation de Davis, une artiste qui a fait des installations de réalité virtuelle déjà dans les années 90. Et dans cette installation qui est très célèbre, s'appelle Osmose, dont il y a plein de débats, Hansen en parle beaucoup, parmi les autres, etc. Elle met en évidence la dimension, on est dans une réalité virtuelle et on peut bouger et contrôler les choses, pas à travers des interfaces optiques, pas à travers des interfaces de toucher, mais avec la respiration, donc breathe, et la balance du corps. Et là, je pense que dans la respiration qu'elle associe à l'ouïe, on trouve par contre la possibilité d'y situer aussi les deux autres sens qui étaient les plus refoulés, les goûter et l'olfact, et les mettre ensemble, justement, créer une relation entre eux. Et alors, je trouve que c'était peut-être la manière la meilleure de te répondre avec cet exemple, et je vais sans doute creuser aussi dans cette direction. Merci. C'est moi qui te remercie. C'est une réponse très convaincante. Merci beaucoup. Bon, c'est le moment de Graziano Lingua. Oui, merci Jacopo pour ton intervention. J'avais une question très limitée, mais qui m'a beaucoup intéressé, et autour de la question de la dimension écranique du son. Tu as parlé de l'excédence comme une surdétermination de l'espace. Est-ce qu'on peut penser aussi que
l'excédent sonore, c'est avant tout une surdétermination du temps, parce qu'il y a tout le thème de la répétition, de l'écho, c'est comme une intensification du temps, une dimension qualitative du temps. Et peut-être que cette dimension de durée, d'intensification qualitative, soit une des éléments qui porte au refoulement de l'ouïe duquel tu as parlé. Et je voulais simplement te demander si tu as réfléchi sur cette dimension du temps dans l'excédence de la voix, dans l'excédence du son. C'est une très bonne question, merci Graziano. Oui, j'ai réfléchi un peu. Et alors moi, j'aurais dit dans un premier moment que une des manières de surdéterminer l'espace est celle d'y introduire les temps. Donc, le son ne se limite pas à introduire d'autres espaces possibles, d'autres choses inimaginables. Là, je n'ai pas eu le temps d'explorer toute la dimension liée au sublime par rapport à l'excédence et donc au fait de montrer qu'il y a quelque chose que je ne peux pas montrer, comme Lyotard décrit les sublimes kantiennes, montrer qu'il y a de l'irreprésentable. Et les sons fait ça, mais et là, c'est une manière de te répondre, de commencer à te répondre et d'y introduire aussi les temps. Mais c'est vrai, ce que tu dis ne se limite pas à introduire un temps, mais introduit une complexité des temporalités qui peut-être aurait du mal à se déployer dans une situation, disons, sonore, dans une pauvreté sonore. Au sens où le plus on enrichit notre expérience sonore, le plus on arrive à complexifier les temporalités. Je fais deux exemples. La première est encore vient du cinéma. Par exemple, c'est toujours avec les chansons, la musique, la manière la plus simple de faire des exemples. Il y a des scènes, par exemple, dans lesquelles, je ne sais pas, il y a un couple qui parle, deux amoureux qui parlent, s'embrassent, on les entend, et une chanson commence, peut-être la chanson sort de la stéréo, et après, les réalisateurs décident de faire un move forward, de se déplacer très vite en allant vers le futur, et donc montrer le même couple dans 10 ans, après qu'ils ont eu deux enfants, et toujours avec la chanson. Donc, avec la chanson, on sort de la chambre, mais on peut encore peut-être écouter des petits moments de dialogue entre eux dans tout ce montage rapide qui nous conduit vers une autre temporalité chronologique. Et là, justement, des temporalités chronologiques se mêlent à une temporalité kairologique d'un côté, à une temporalité de l'événement, mais aussi à une temporalité... Enfin, il y a plein de temporalités, une temporalité accélérée qui est celle du montage rapide, etc. Mais d'autres exemples très différents pourraient être trouvés, par exemple, dans la Bible. Je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais et ici, il y a sans doute des experts, beaucoup plus experts que moi, mais quand la dimension sonore se manifeste, il y a toujours un point d'interaction entre une temporalité qui est hors du temps et hors du monde, d'une certaine manière immortelle, et des temporalités, par contre, chronologiques et événementielles, parce qu'il y a des moments qui acquièrent une présence et une complexité et se détachent de la temporalité chronologique. Et donc, tout le temps que Moïse reste à écrire sur les tables les commandements, c'est quelque chose qui, d'un côté, rentre dans une autre dimension du temps par rapport à celle des autres qui l'attendent en bas. Et il y a là c'est très vrai, c'est une surdétermination aussi temporelle et des excédences de temporalité qui se trouvent à collaborer ensemble. Le problème est peut-être que quand il y a des superpositions ou des excédences dans l'image, on les voit très bien. Quand il y a des superpositions orales, on a du mal à les voir parce que
on ne peut pas distinguer les couches. Donc, c'est plus compliqué de les mettre en évidence, mais c'est quelque chose d'absolument central dans le discours. Merci. Si tu es encore là. Je vais lui disparaître. Merci. Je crois qu'il a dû avoir un problème avec sa connexion. Nous arrivons à la fin de notre séance. Je voulais vraiment vous remercier tout un chacun d'avoir participé, d'avoir posé les questions, d'avoir rempli les questionnaires qu'on vous a envoyés, de suivre notre webinaire. Je vous invite pour la prochaine séance, c'est le 25 mai, qui aura lieu toujours de 17h à 19h avec Thomas Mako. Donc, vous êtes tous vraiment les bienvenus. On vous attend pour notre prochaine séance le 25 mai. Et je veux vraiment vous remercier au nom de l'équipe du département humanisme numérique au Collège des Bernardins. Je vous souhaite une belle fin de journée à tout un chacun. Au revoir et merci encore, Jacopo. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.